Bien, donc bonjour. Aujourd'hui, présentation du master droit des transports proposé par la faculté de droit de l'Université de Bordeaux. C'est un master qui très classiquement se déroule en 2 années, master 1, master 2, et qui existe maintenant depuis 5 ans puisque la première promotion a fait sa rentrée en septembre 2020. Euh, alors, déjà, qu'est-ce que le droit des transports? Puisque généralement, c'est un enseignement qui ne figure pas au programme de la licence en droit. Le droit des transports, c'est l'étude des différentes règles qui encadrent les 5 grands modes de transport, c'est-à-dire le transport maritime, le transport aérien, le transport routier, le transport ferroviaire et le transport fluvial. Euh, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou de transport de passagers. C'est donc une discipline qui est à la fois très internationale, puisque de nombreux transports ont lieu euh, par-delà les frontières, notamment en matière maritime et en matière aérienne, mais c'est aussi une discipline qui recouvre de nombreux autres domaines, que ce soit du droit public, par exemple le droit administratif, du droit de l'environnement, mais aussi du droit privé, et, tout ce qui est droit des contrats, droit de la responsabilité civile, droit du travail, droit pénal, etc. Ce master, il a une capacité d'accueil fixée à 16, euh, avec des prérequis qui sont finalement très simples. Avoir une licence en droit, euh, c'est à peu près tout, puisque il est difficile de cibler, d'identifier une licence plus qu'une autre. Vu ce que je viens de vous dire juste avant, il y a du droit privé, du droit public, du droit international, du droit européen, donc je préfère ne fermer aucune porte et me concentrer davantage sur la qualité des dossiers. Euh, Sachant que la sélection se fait sur dossier, il n'y a pas d'entretien. Elle se fait sur dossier. Euh, Parmi ces dossiers, ce qui retient le plus mon attention, c'est le résultat global de la licence, les moyennes sur les 5 premiers semestres, voire le sixième, si les résultats du sixième sont parvenus lors de la constitution du dossier. Et puis les notes dans les matières qui me semblent fondamentales et qui me semblent les plus fondatrices pour le droit des transports, donc droit civil en deuxième année, droit administratif en deuxième année, droit international, etc. Euh, Au niveau des débouchés, quels sont les débouchés envisageables avec un master droit des transports? Bon, évidemment, la profession d'avocat, mais ça, ce n'est pas très très original en droit. Euh, mais bon, avocat en droit des transports, il y a de l'emploi, il y a des postes, et avec souvent de très belles carrières. Sinon, ensuite, il y a tout le volet de la fonction publique. Donc, soit l'université, évidemment, enseignant-chercheur en droit des transports, soit toute l'administration qui touche de près ou de loin au droit des transports. Donc il peut s'agir du ministère des Transports, il peut s'agir des différentes directions interrégionales de la mer, la direction générale de l'aviation civile, etc. L'administration des douanes aussi, puisque évidemment les douanes sont très concernées par les transports.
Pour le secteur privé, eh bien, à part le barreau, il y a pas mal de débouchés en matière d'assurance. L'assurance est un domaine très important du droit des transports et de l'activité transport. Et donc, il y a un gros besoin de juristes de pointe sur ces questions-là. Et au-delà de l'assurance, il y a également les différents services juridiques de gros transporteurs. Euh, on peut penser à des entreprises comme la SNCF, comme la CMA-CGM en matière maritime, comme Air France ou d'autres compagnies aériennes. Ce master, il y a une nouveauté à partir de septembre 2025. Alors, c'est une nouveauté pour ceux qui entreront en master 2 en septembre 2025, mais qui concernera évidemment, avec un an de décalage, ceux qui intégreraient ce master en première année en septembre 2025, c'est que ce master va ouvrir à l'apprentissage. Alors, l'apprentissage n'est pas obligatoire. Un étudiant qui souhaiterait suivre un cursus classique le pourrait tout à fait, mais les étudiants qui seraient intéressés par ce mode de formation pourraient euh, obtenir un contrat, éventuellement un contrat d'apprentissage. Alors, je vous propose de revenir un peu sur les maquettes de cette formation. Euh, vous l'avez peut-être, vous les avez peut-être vus sur le site. Alors, même si je ne suis pas sûr que les nouvelles maquettes liées au passage à l'apprentissage soient déjà en ligne, mais le Master 1, lui, ne change pas. Euh, et donc, ce Master 1 est très calqué sur celui de droit international. Il est très calqué sur le Master 1 de droit international avec les mêmes, enfin, la possibilité de prendre les mêmes enseignements. Il a toutefois quand même certaines différences. La première différence, c'est que dans les matières obligatoires complétées par des travaux dirigés, on retrouve au premier semestre le droit aérien et au second semestre le droit maritime. Donc 35 heures de droit aérien plus 15 heures de TD et 35 heures de droit maritime plus 15 heures de TD. L'autre différence avec le Master 1 de droit international, c'est que le cours de droit du commerce international est un cours obligatoire euh, pour une raison assez simple, c'est que le transport est un vecteur du commerce international et que tous les transportistes font également du commerce international. Il est difficile de faire du droit des transports sans s'intéresser un peu aux problématiques du droit commercial international. Pour le reste, on retrouve une maquette qui est relativement similaire. Le Master 2, lui, il est spécifique au droit des transports puisqu'il n'y a qu'un seul cours qui est mutualisé avec d'autres formations. C'est le cours qui concerne l'environnement. Sinon, tous les autres cours sont des cours spécifiques. Euh, alors, cette maquette va fortement changer à partir de la rentrée prochaine. Euh, il n'y a plus de semestre véritablement, et nous avons en quelque sorte deux grands groupes de matières. D'abord, un groupe qui regroupe les quatre grands transports, donc droit du transport ferroviaire, droit du transport routier, droit du transport aérien et droit du transport maritime. Euh, et le deuxième grand groupe de matières
Ce sont les matières un peu périphériques du droit des transports ou complémentaires à ces grands modes de transport, c'est-à-dire un cours d'infrastructure de réseau et de mobilité, un cours de droit douanier, un cours de régulation économique et concurrentielle des activités de transport, un cours de droit social des transports, un enseignement sur les responsabilités et les assurances du transport, un enseignement d'arbitrage international, un enseignement de droit international des espaces et de l'environnement, un cours de droit du transport fluvial, qui est le cinquième mode de transport, mais en France le plus confidentiel, donc qui est traité un peu à part, et puis enfin un cours d'anglais. Alors là, le choix de la langue n'est plus ouvert. En Master 1, il est ouvert entre l'anglais, l'espagnol et l'allemand. En Master 2, il est limité à l'anglais, puisque l'anglais est la langue du transport actuellement. Il est très difficile de faire du droit des transports sans avoir une certaine maîtrise de l'anglais. Alors, pas besoin d'un niveau C2 en anglais, mais disons qu'un niveau B2 est un minimum. Je ne parle pas à l'entrée dans le master, hein, je parle bien ensuite pour l'insertion sur le marché du travail. Donc ça, ce sont les grands enseignements, sachant que il y a également pour les étudiants qui seraient en apprentissage des enseignements spécifiques liés à leur qualité d'apprenti, mais également des séminaires professionnalisants euh, pour lesquels les étudiants qui sont en formation initiale, en formation classique, seront chaudement invités parce qu'il y a évidemment des enseignements très intéressants à tirer de ces séminaires professionnalisants. Euh, voilà en gros le fonctionnement de ce master de droit des transports. Je termine simplement en ce qui concerne l'apprentissage avec une ou deux précisions en termes de calendrier, parce que je sais que c'est une question qui peut être importante et qui peut intéresser. Le calendrier de l'apprentissage, je l'ai conçu finalement en trois étapes sur l'année de Master 2. Euh, une première phase où il y a plus d'enseignement que de période en entreprise, de manière à pouvoir essayer d'avancer un petit peu les cours, les enseignements et donner de la matière aux étudiants pour leur intégration dans l'entreprise. Donc ça, c'est une phase qui va de début septembre à peu près, on va dire, on est quoi là? On est aux alentours de mi-novembre. Ensuite, une deuxième phase où on sera sur un rythme de une semaine de cours, 3 semaines en entreprise, ou parfois une semaine, 2 semaines en fonction des contraintes aussi de vacances universitaires ou autres. Euh, Ceci jusqu'à la fin du mois de mars, la période à laquelle il y a les examens. Et puis ensuite, troisième phase, à partir de début avril, c'est une période d'entreprise en permanence. Les étudiants qui ne suivent pas, enfin qui ne sont pas en apprentissage, sont soumis au même calendrier. Alors, avec pour eux, évidemment, la possibilité soit de faire un stage en entreprise après leurs examens, euh, donc un stage qui peut aller finalement du 1er avril au 31 août, hein. On a une date butoir au 31 août. Les stages ne peuvent pas aller plus loin que le 31 août, mais en commençant, en commençant le 1er avril, ça fait déjà un stage de 5 mois. Donc stage avec ensuite rapport de stage très classiquement. Ou alors, pour les étudiants qui le souhaitent, il est possible, plutôt que de faire un stage, de faire un mémoire de recherche.
euh, sous l'encadrement d'un des enseignants de l'équipe pédagogique du master de droit des transports. Voilà, je crois avoir fait à peu près le tour des questions qui me semblaient mériter d'être exposées. Je me tiens évidemment à votre disposition si vous avez des questions. J'ai une question concernant la sélection. Oui. Est-ce que la lettre de motivation est regardée? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour avoir une lettre intéressante? Alors, est-ce qu'elle est regardée? Oui. Sinon, enfin, je ne demanderai pas à ce qu'il en soit fait une, hein. C'est pas la peine de vous embêter pour rien. Oui, elle est regardée. Après, euh, sur sa qualité, je les prends maintenant avec des pincettes, les lettres de motivation, pour une raison assez simple, c'est que de plus en plus sont faites via ChatGPT ou un autre instrument d'intelligence artificielle. Et donc, euh, une, une excellente ou une très belle lettre de motivation n'est pas forcément le gage d'avoir un étudiant très motivé. C'est peut-être ChatGPT qui l'a été pour lui. Après, qu'est-ce qui m'intéresse de trouver dans une lettre de motivation? C'est peut-être ça qui est plus intéressant. Euh, On peut imaginer deux choses. Parce que, si vous voulez, le côté depuis que je suis tout petit, je rêve d'être juriste en droit aérien ou pilote de ligne, bon, c'est pas forcément, ça ne m'intéresse pas forcément. En revanche, développer dans la lettre de motivation votre appétence pour le monde des transports, si vous avez vraiment une appétence pour ce monde-là, ça déjà, c'est une possibilité. C'est-à-dire que si le monde du transport vous intéresse depuis longtemps et que vous avez, par exemple, je ne sais pas, un permis bateau, une licence de pilote aérien, participer au transport, mais finalement en quelque sorte de l'intérieur, ça peut être le moment de le signaler. Ce n'est pas un prérequis, hein, je ne demande pas aux étudiants d'avoir le permis bateau pour intégrer le master. Moi-même, je ne l'ai pas. Mais bon, ça peut être là le moyen de montrer une motivation qui est de dire, bah, je suis juriste, oui, mais en plus, j'aime le transport. Bon, je viens pas là simplement par hasard. Un deuxième élément qu'il peut être intéressant de mentionner dans la lettre de motivation, c'est si votre cursus présente un trou ou un accident. C'est-à-dire que dans votre CV, il y a une année où finalement, bah, on a l'impression que vous n'avez rien fait, que vous n'étiez pas inscrit dans une université. Bon, ça fait toujours un peu bizarre. On se dit, tiens, pourquoi? Ça peut être le moment de nous expliquer, j'ai souhaité prendre une année pour aller découvrir un peu le monde en Australie, en Nouvelle-Zélande ou que sais-je. Bon. De même, s'il y a eu un accident de parcours. Euh, un redoublement, pour moi, n'est pas rédhibitoire, hein, s'il est justifiable. C'est-à-dire qu'un redoublement parce que j'ai pas travaillé, il faisait beau, j'avais pas envie, j'y suis assez peu réceptif. En revanche, un redoublement qui s'expliquerait par une maladie, par le décès d'un proche, par un problème quelconque. Bon, l'idée, c'est pas d'essayer de m'arracher des larmes, mais c'est simplement d'expliquer ce qui peut justifier voilà, cette petite sortie de route, ce petit accident de parcours. Euh, Ça, la lettre de motivation peut servir à ça aussi. Merci. Avez-vous d'autres questions? Bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais stopper là la session.